voir qu'une tribu a déjà gagné les élections au Congo. Aucune tribu n'a déjà gagné les élections. Aucune. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec nos prêtres, c'est totalement irresponsable. Avez-vous déjà vu le prêtre russe aller voir Poutine et prendre une photo avec Poutine et sourire? La grande question, ils partent chercher quoi chez Poutine? Ils partent incliner l'Ukraine ou ils partent légitimer la prise de la Crimée? Qu'est-ce qui est réellement, quelle image que l'on doit retenir? Avez-vous déjà vu le prêtre américain aller à côté de Ben Laden ou essayer de légitimer Ben Laden? Avez-vous déjà vu le prêtre français aller chercher à légitimer Charlie Hebdo? Mais nos prêtres l'ont fait. Je vais commencer mon petit discours. Monsieur le gouverneur ici représenté par le vice-gouverneur, toutes les autorités de la province, chers membres de la sécurité, monsieur le président intérimaire de l'Assemblée provinciale, cher comité de l'université de Mbandaka, monsieur le recteur et tout le monde, donc chers académiques et les autres professeurs ainsi qu'ICT et chers DG des institutions, merci de votre présence ici. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous sommes là pour une réflexion que je considère essentielle, celle du rôle des médias en période de crise. Le pays est tiraillé, parfois, vous le savez, c'est difficile de le dire, mais nous traversons l'une des périodes les plus sombres de notre histoire, mais c'est aussi un devoir patriotique qui nous revient à nous de décider de ce que nous allons devenir. Lorsque nous sommes tiraillés entre le devoir patriotique et la menace de la propagande, l'intellectuel a son mot à dire. Voilà pourquoi j'ai choisi l'université, parce que c'est un haut lieu du savoir. Ailleurs, ou même partout dans le monde, les grandes questions sont débattues à l'université. Pas dans la rue, mais c'est à l'université. Et lorsque les intellectuels parlent, ceux qui ne le sont pas écoutent. Et ça devrait être ainsi. Malheureusement, à un certain moment de notre histoire, nous avons transformé les rôles. La rue a commencé à dicter les choses et les intellectuels se sont tus. Et vous le savez très bien, la plus grande menace dans un pays, ce n'est pas la guerre, mais c'est l'atteinte à la capacité de penser, à la capacité de réfléchir. La plus grande pauvreté, ce n'est pas quand on a faim, mais c'est quand on ne peut plus réfléchir, quand on nous empêche de réfléchir. Or, lorsque l'université sèche, la société est perdue. Parce que l'université, c'est la boussole d'une nation. Et vous, en tant qu'étudiant, vous, en tant qu'intellectuel, vous avez un rôle. Le rôle que vous avez est spirituel. Le rôle que vous avez est métaphysique. Parce que demain, Dieu nous posera la question, qu'avons-nous fait de ce grand pays? Les larmes, les plaintes, les accusations, les justifications, ça ne résout aucun problème. Mais c'est plutôt la bravoure, l'envie d'en finir avec le mal, le besoin de corriger, de changer les choses. Voilà ce qui détermine si un peuple va réussir ou pas. À une époque où l'information est une arme, comment distinguer la vérité du mensonge? Comment préserver la liberté de la presse tout en défendant l'intégrité nationale? Mais la grande question, c'est où s'arrête le patriotisme et où commence la manipulation? Comment faire la différence? C'est vrai, aujourd'hui, quand on regarde les médias, des vraies questions qu'on se pose. Est-ce que le média inspire encore? Est-ce que le journaliste est-il encore cette personne ressource? Je l'ai dit quand j'ai rencontré les journalistes, à l'époque, les journalistes étaient des références. Quand ils parlaient, on les écoutait. Mais aujourd'hui, la parole d'un journaliste, est-ce que ça vaut encore? On ne sait pas pour qui il roule maintenant. Est-ce pour le pouvoir? Est-ce pour des intérêts partisans? Ou à la recherche de la vérité? Si c'est la recherche de la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité en réalité? Nous devons avoir à l'esprit cette parole de George Orwell que vous connaissez tous. Il a écrit un merveilleux ouvrage intitulé 1984 qui est paru en 1949 où il dit, je cite, « Celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir ». Il est donc important pour nous de savoir celui qui contrôle le présent
a plus ou moins contrôle du passé. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un hasard. Si tous les régimes du monde, si toute la société, le combat a toujours été celui de contrôler l'opinion. Souvenez-vous de ce que Napoléon Bonaparte disait en son temps. Il disait 6 médias de l'opposition sont plus dangereux que 6 baïonnettes. Et il disait, si je laisse la presse libre, je ne tiendrai pas au pouvoir 3 mois. Ça veut dire que la presse joue un rôle important dans une démocratie. Mais si vous ne tenez pas bien la presse, elle peut jouer un rôle de la destruction. Nous sommes en 1994. Vous vous rappelez si bien d'une radio qui a sémé la panique au niveau de la sous-région, la radio Mille Collines. Un seul micro avait suffi pour écrire une mauvaise histoire, le génocide. Mais nous avons le même exemple avec l'apartheid, où les médias sud-africains ont joué un rôle plutôt de la réconciliation des peuples. Donc vous voyez que le média peut à la fois être une arme qui tue, mais aussi une source de paix. Tout dépend de comment on le gère. Ce qui veut dire assurer une information libre et responsable est un défi. Ce n'est pas en principe une option, mais c'est un défi. Mais comment? Comment le faire? La question de la liberté de l'information est au cœur de nos débats. Depuis la nuit des temps, la grande question a toujours été: est-ce que nous pouvons comprendre un média libre où il faudrait contrôler les médias? Mais les auteurs, il y en a nombreux. Il y en a nombreux qui ont parlé de cela déjà. Jon Stewart, par exemple, nous enseigne. Il écrit un livre important de la liberté, que je vous recommande d'ailleurs de le lire. Il dit ceci: la vérité se renforce au contact de l'erreur. Ce qui veut dire un journalisme libre est celui qui accepte la contradiction. La contradiction ne craint pas le débat. Et vous savez, j'ai envie de vous dire encore un autre élément qui est très important. C'est dans un autre livre important que les philosophes lisent, même les juristes aussi. C'est le livre Hier et Demain de Gustave Le Bon. Il écrit quelque chose de fabuleux. Il dit les divergences intellectuelles se supportent, mais les divergences sentimentales se soldent par la violence. Donc en réalité, nous devons être en mesure d'écouter l'autre. D'écouter l'autre sans forcément l'interrompre, mais sans forcément gober tout ce qu'il dit. Mais la capacité de laisser l'autre parler, la capacité de laisser l'autre exprimer sa liberté, c'est aussi une capacité que nous avons en tant qu'humains de laisser l'humanisme fonctionner. Mais la grande question est celle de savoir si la presse doit dénoncer, comment elle doit le faire, dans quelle mesure elle doit le faire. Est-ce que la presse doit tomber dans la calomnie parce qu'elle veut dénoncer quelque chose? Elle ne peut pas tomber dans la calomnie comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si elle doit alerter, est-ce que ça veut dire qu'elle doit sombrer dans la manipulation? Alors, est-ce que la responsabilité des journalistes aujourd'hui, on peut le dire, est telle que vécue par, tel que dit d'ailleurs par Albert Camus, qui disait déjà en son temps, en 1950, si vous vous rappelez, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, c'est ajouter quelque chose au malheur du monde. Et c'est ainsi que le journaliste a un pouvoir sacré. Aujourd'hui, tel que vous êtes là, figurez-vous, vous lisez dans un journal, vous entendez vous suivez une émission où on dit le recteur de l'UNIMA a volé l'argent. Vous comprenez? Où on dit M. Bossépé a détourné. Regardez un peu la grandeur de l'information. Alors supposons que cette information ne soit pas vérifiée. Est-ce que vous voyez les dégâts que cela peut causer? C'est là la responsabilité du journaliste, de vérifier d'abord sa source. Parce que si les journalistes ne vérifient plus sa source, ça devient très compliqué, nous n'allons plus nous en sortir. Il y a donc une frontière entre le patriotisme et la manipulation. Mais comment situer cette frontière? Mesdames et messieurs, où s'arrête le devoir du patriotisme et où commence la manipulation? Nous avons plein d'exemples à vous donner où la presse a été instrumentalisée, que ce soit par le pouvoir ou par l'opposition. Vous n'avez qu'à lire le livre d'Adolf Hitler, que vous connaissez tous, un livre écrit en prison, Mein Kampf. Il est si bien clair sur la question. Il dit: le mensonge le plus audacieux finit par être cru s'il est répété plusieurs fois. Lorsqu'on répète plusieurs fois le mensonge, vous pouvez croire que c'est comme ça. Moi, j'étais encore une fois à Kinshasa. J'apprenais ici qu'en Équateur, il n'y avait rien. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment un village, et ainsi de suite. Pourtant, je suis le fruit de l'Équateur. Et j'entends les gens dire:
Et à un moment donné, vous entendez tellement la même chose que vous risquez de croire. Je suis allé postuler dans un média à l'époque, quand je suis allé à Kinshasa. Le média m'a dit, le directeur de ces médias m'a dit que je montais, qu'à Mbandaka, il n'y avait pas de radio, qu'il n'y avait pas de radio. Qu'il n'y avait pas de radio, pas de télé, et ainsi de suite. Il m'a refusé, il a dit que j'ai menti. Je lui ai dit, mais je n'ai pas menti. Je viens de Mbandaka. J'ai été journaliste. Il dit, non, mais chez vous, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, vous avez menti. Donc, dans sa conception, nous sommes dans une forêt où lorsque nous avons faim, il suffit d'aller juste derrière, il y a certainement un singe qui nous attend, et puis juste à côté, il y a un bananier, et nous mangeons, et puis c'est tout. Et ça, c'est la conception des gens. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui pensent encore à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de mensonges sur la question que ce mensonge devient la vérité. Mais en réalité, le mensonge ne deviendra pas la vérité. Ce n'est pas parce qu'un tronc d'arbre est resté longtemps dans un fleuve que ça deviendra le crocodile. Ça restera un tronc d'arbre. Mais la capacité que nous avons, notre responsabilité alors, c'est laquelle? Notre responsabilité en tant que garant de l'information, c'est de vérifier. C'est de dire aux journalistes, ne sortez pas de la ligne, ne sortez pas du cadre, restez dans votre cadre. Et c'est ainsi que parfois les gens pensent que je suis un dictateur. Non, je ne suis pas un dictateur. J'ai été forgé dans l'ordre et dans la discipline. Et j'ai été forgé où? Ici à Mbandaka. Je n'ai donc aucun complexe, que ce soit à l'étranger ou ailleurs, j'ai dit la même chose. Je n'ai pas besoin de falsifier mon CV pour dire que je viens d'ailleurs. Je suis de Mbandaka, je suis Mbandaka. Ce que Mbandaka est, je le suis. Ce que Mbandaka pense, je le pense aussi. Et si le monde était à refaire, je reviendrai encore ici, 1 million de fois, sans aucun complexe. Et je crois que vous, en tant qu'étudiant, vous devrez être fiers de Mbandaka. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Mbandaka qui vous détruit. Et ce n'est pas non plus Mbandaka qui vous anobira. Ça sera votre décision de faire de Mbandaka ce que vous voulez que Mbandaka devienne. Donc au lieu d'attaquer Mbandaka, Mbandaka n'a pas d'eau, Mbandaka n'a pas d'électricité, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour Mbandaka? Et c'est pas moi qui le dis, c'est John Kennedy qui le dit. Le problème, ce n'est pas une ville qui fera pour vous quelque chose, c'est vous qui allez faire de Limba quelque chose, ou de Mbandaka quelque chose. Et dans chaque action que nous faisons, posons-nous toujours des bonnes questions. Que dire de ce média en cette période sociopolitique, cette période difficile? Et vous le savez, dans les périodes de crise, la presse peut être une arme de paix ou une machine de guerre. Et si vous regardez, vous lisez les livres de l'art de la guerre, un vieux livre qu'on utilise dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, que ce soit dans le marketing ou dans le droit ou ailleurs, Sun est clair sur la question. Il dit, l'ultime victoire est de conquérir sans combattre. En réalité, la presse devrait convaincre, sans forcément faire de bruit, sans utiliser les autres éléments qui n'ont rien à voir avec la presse. Vous n'avez qu'à suivre les médias aujourd'hui pour vous en rendre compte. Quand on parle politique, on invite, les journalistes parfois s'invitent dans les lits des gens. Ils s'invitent dans la vie privée des gens. Il n'y a plus de limites quand on est journaliste, on pense qu'on est hors la loi. Le journaliste n'est pas un hors-la-loi. Le journaliste est un homme ordinaire. Seulement, il s'est consacré, il a donné une mission, il a une mission extraordinaire. Et nous devons donc veiller à ce que ce journaliste ne devienne pas un hors-la-loi, mais que ce journaliste reste dans le cadre formel de son travail. Et c'est important. C'est pour cela qu'il faut veiller. Il faut combattre l'intoxication. Il faut combattre la manipulation de l'opinion publique. Il faut combattre les fake news. Il faut combattre la désinformation, la malinformation. Il faut combattre la polarisation idéologique qui sévit généralement tous les jours ici, qui menace même l'équilibre national. Il y a longtemps, en 1955, quelqu'un s'est donné, il s'appelle Michel Foucault, il le disait d'ailleurs si bien, nous devons donc veiller à ne pas devenir les instruments. Parce que derrière une vidéo, derrière un tweet, se cache une volonté. Et lorsque vous relayez cette volonté-là, ça devient un problème. À Kinshasa, nous avons pris une mesure, nous, au niveau du C5, d'interdire toute diffusion des émissions sur les opérations militaires. Ce n'est pas dans l'idée de restreindre les libertés, non. Mais c'est simplement l'idée de conserver la paix et la tranquillité que nous avons. Aujourd'hui, je l'ai dit aux journalistes, lorsque un journaliste veut parler de l'agriculture, il invite un agriculteur sans problème. L'agriculteur vient et pose des questions.
Lorsqu'on veut inviter un plombier, disons, on veut parler de tuyauterie et tout le reste, on appelle un plombier. Quand on veut parler de l'académie, on appelle les recteurs, on appelle les scientifiques. Mais ce qui est étonnant, quand on veut parler de l'armée, des opérations militaires, on appelle des phytothérapeutes, de douaneaux, de maçons, qui viennent discuter sur des questions difficiles comme cela. Et nous avons dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut donc arrêter. Et en ce moment-là, les journalistes crient à la dictature. Mais ce n'est pas de la dictature. Souvenez-vous du livre de Léviathan. Léviathan le dit très bien, Thomas Hobbes. Il dit, lorsqu'un peuple ne sait pas lâcher un tout petit peu, donc ça veut dire, lorsqu'un peuple ne sait pas laisser un peu sa liberté pour conserver sa sécurité, eh bien, la sécurité nationale, si vous voulez, la sécurité dans son ensemble, perdra tout son sens. Donc il faut à un moment donné accepter de perdre une portion de la liberté pour garantir la sécurité. Sinon, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de journaliste. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'école. S'il n'y a pas de sécurité, les barreaux n'existent pas, même si le bâtiment est là. Figurez-vous que le pays tombe maintenant. Mais est-ce que l'avocat va le payer? Sous le crépitement de balles, quel est ce commerçant qui vendra? Sous le crépitement de balles, quel est ce médecin qui va opérer? Ça veut dire l'insécurité généralisée détruit tout. Et on ne peut pas. Voilà pourquoi aux États-Unis, par exemple, avec le Patriot Act, ils ont essayé de réduire certaines libertés pour garantir la sécurité. Et nous, on l'a fait. Et on continue à le faire. Les gens s'étonnent. Mais posons-nous la question, en Israël, comment les médias fonctionnent pendant la période de guerre? En Russie, en Ukraine, en France. Tous ces médias-là suivent des logiques, suivent une directive. Et pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Et c'est ça qui est malheureusement dangereux, et très dangereux. Le rôle de l'Église dans ce débat, le rôle des leaders religieux, et les autres leaders d'opinion. J'ai envie de vous dire ici que dans des périodes de troubles, le rôle des pasteurs, le rôle des prêtres, le rôle des imams, ce rôle est fondamental. Parce que quelqu'un disait, et c'est déjà Saint-Augustin, il disait la paix est le bien suprême des cités humaines. Souvenez-vous, dans son livre La cité de Dieu, il le disait aussi clairement que cela. Mais regardez ce que les prêtres, et certains prêtres le font aujourd'hui. Mais c'est quand même une attitude irresponsable. En tant qu'intellectuel, on doit le dénoncer. Je suis président d'une institution d'appui à la démocratie. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec nos prêtres, c'est totalement irresponsable. Avez-vous déjà vu le prêtre russe aller voir Poutine et prendre une photo avec Poutine et sourire? La grande question, ils partent chercher quoi chez Poutine? Ils partent incliner l'Ukraine ou ils partent légitimer la prise de la Crimée? Qu'est-ce qui est réellement, quelle image que l'on doit retenir? Avez-vous déjà vu le prêtre américain aller à côté de Ben Laden ou essayer de légitimer Ben Laden? Avez-vous déjà vu le prêtre français aller chercher à légitimer Charlie Hebdo? Mais nos prêtres l'ont fait. Certains, pas tous d'ailleurs, ils l'ont fait. Au nom de quoi? La paix doit avoir un prix. Et vous le savez très bien, une paix obtenue par un stylo se perd généralement par un stylo. Mais une paix obtenue dans un champ de bataille, elle est conservée très longtemps. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Machiavel qui le dit d'ailleurs. Et c'est à nous de le savoir, c'est à nous de confirmer ce que nous voulons véritablement. La paix, on ne la discute pas. La paix, ça ne se négocie pas. Bissot, n'est-ce pas? Entre nous, tant que nous avons 12 heures de Kindindaka, monuna oya bonio uni lonjo okoyeba ke owana atandele na kosakana na ye te mais soki okoyokani bon tobunda te mokolo ezali kokobunda kaka mais soki bosi boyokisani déjà bosi bomisani na échange bomipesani biloko ya bien bokolotana na kobanga nyonso obiki owana betaka nga na wana na komeka te. Et c'est comme ça avec la paix aussi. Ce ne sont pas les stylos qui font la paix. Winston Churchill l'a dit, la paix on la négocie pas. Et donc les prêtres devraient en principe jouer le rôle de consolider. Mais quel est ce que vous entendez aujourd'hui? J'ai entendu un prêtre dire que les soriphones sont menacés au Congo. Mais ce sont des discours de haine et que nous ne pouvons pas cautionner. À partir de quel moment les soriphones ont été menacés chez nous? Et je dois dire à l'intellectuel congolais, arrêtez de croire qu'une tribu
tribu a déjà gagné les élections au Congo. Aucune tribu n'a déjà gagné les élections. Aucune. Mobutu n'avait pas été élu ou il n'avait pas pris le pouvoir parce qu'il était Ngala. Non. Et celui qui est resté 32 ans au pouvoir, ce n'était pas les Bangala. C'était un monsieur Mobutu. Lorsque Kabila n'a pris le pouvoir, ce n'était pas les Katanga qui avaient pris le pouvoir. C'était un fils du Katanga qui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir, ce n'est pas les Luba qui sont au pouvoir, c'est M. Tshisekedi qui est au pouvoir. Alors, si vous continuez dans la logique d'associer les gens à leurs tribus, dans leurs ethnies, ça veut dire que vous cautionnez le tribalisme et vous nous détruisez. Et nous ne pouvons pas être une nation lorsque la fanfare, lorsque le cri et la sonnerie, le bruit du tribalisme continue à crier. Nous devons nous regarder comme des Congolais et non comme appartenant à une tribu ou à une autre tribu. Un Swahili ici à l'Équateur est chez lui. Vous n'allez pas dire qu'il n'est pas chez lui, il est chez lui. Un Mongol qui se trouve à Goma, il est chez lui. La preuve, monsieur le bâtonnier était commandant de la ville à Goma, parce que je suis né là-bas. C'était chez lui aussi. C'est comme ça que naît le sentiment patriotique. Mais tant qu'on se regarde encore dans le nom, comment on est là, voilà, vous avez sauté, comment on est là, l'autre, et ça détruit. Nous ne nous regardons pas comme frères, on se regarde comme des étrangers. Et c'est ça qui est dangereux. Et je vous invite à ne pas céder à cela. Donc l'Église doit rappeler aux fidèles l'importance de la vérité. C'est vrai. Mais le premier rôle de l'Église, ce n'est pas de faire la politique. Le premier rôle de l'Église, c'est de préparer l'épouse à la venue du Christ. Ça, c'est le premier rôle. Ce n'est pas de faire la politique. Sinon, nous avons donné beaucoup de pouvoir à l'Église. Beaucoup de pouvoir à l'Église au Congo. Beaucoup de pouvoir. Je ne veux pas être étonné demain si l'Église demande un quota dans l'armée. Ça ne va pas retourner si demain l'Église commence à dire dans la police, il faut qu'on mette autant de généraux. Et ça va être très dangereux. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir des églises catholiques. Tous les pays ont des églises catholiques. Mais pourquoi l'église catholique ne se comporte pas comme ça ailleurs qu'ici? L'ordre et la discipline, c'est ça la clé d'un État. Il y a aussi la responsabilité de l'opposition. Et je vais terminer par là. La responsabilité de l'opposition dans une période de crise. Dans ma tournée, je me dis qu'il fallait qu'on sensibilise les gens, surtout les acteurs politiques, que j'ai rencontré plusieurs fois pendant que je suis au CESA. J'ai rencontré plusieurs opposants. Mais le problème avec l'homme congolais, il faut qu'on le dise à l'université. L'homme congolais est apte à obéir à la loi que si c'est lui qui dicte la loi. S'il ne dicte plus la loi, ce n'est pas lui. Donc la loi devient pour un problème. Jusqu'à ce que vous avez un ancien président qui n'a pas pu, qui n'a pas géré le pays convenablement, qui n'a pas sécurisé le pays, qui a déstructuré, désarticulé le pays. Aujourd'hui, il se présente comme un bouclier du 23. Juste le point de légitimer le 23 en disant que c'est un mouvement de Congolais. Depuis quand le 23 est un mouvement de Congolais? C'est parce qu'on a mis un Congolais, un pantin congolais qu'on a présenté pour congoliser le mouvement que ça devient un mouvement congolais. Et qui me dit que c'est un ancien président. Chers étudiants, peut-être vous ne voyez pas la gravité de fait. La gravité, c'est ceci. Vous avez un Bill Clinton qui légitime le 11 septembre 2001. Vous avez ici un Sarkozy qui légitime un peu la prise de Charlie Hebdo et le reste. Vous avez ici un président, un ancien président russe qui comprend un peu ce que l'Ukraine fait. Ou vous avez la dame qui a dirigé l'Ukraine qui aujourd'hui essaie de comprendre les vérités de Poutine. C'est ce qui se passe dans notre pays. Et si nous n'arrivons pas à comprendre que c'est extrêmement dangereux, alors on n'a rien compris. Un ancien président est élu par ce qu'on appelle la loi des anciens chefs de l'État. Et l'article 7 nous lie nous tous, y compris moi qui suis chef de corps. Ça nous lie. Ça veut dire qu'une fois que je quitte mon pouvoir, je n'ai plus le droit de me prononcer sur des choses qui divisent la nation. Et M. Kabila a rompu cet acte-là. Il a rompu en parlant et en prenant position contre l'État qu'il a dirigé pendant 18 ans. J'ai envie de poser des questions. Quel est l'aspect, le secteur que M. Kabila a laissé convenablement dans notre pays? Il a désaxé l'armée, complètement désemparée. Mobutu a laissé, il sort, selon les statistiques, à peu près 20 groupes armés, dont 6 ou 7 étaient plus ou moins actifs.
À l'époque de Kabila le père, on parle d'une vingtaine ou une trentaine, à la limite une cinquantaine. Mais Joseph Kabila est parti, il a laissé 120 groupes armés. 120. Et c'est lui qui revient aujourd'hui donner des leçons de sécurité, de protection, on comprend tout bien. Et le rôle de l'opposition, ce n'est pas ça. Le rôle de l'opposition, c'est de protéger, de proposer, de contredire. Voilà pourquoi nous, c'est ça, à Kinshasa, lorsque vous êtes contre le régime, on ne vous attaque pas. Lorsque vous dites qu'il y a mal de gouvernance, on ne vous attaque pas. Lorsque vous dites qu'il y a corruption, on ne vous attaque pas. Mais c'est quand vous commencez à prendre position, vous commencez à relayer les propos de l'ennemi, en ce moment-là, nous vous fermons. Goma est tombé, il n'a rien dit. Bukavu, il n'a rien dit. Aujourd'hui, je vous parle 7000 morts enregistrés. M. Kabila, silence radio. Mais tout simplement parce que la communauté internationale, les Nations Unies ont sanctionné le Rwanda, tout de suite ils se lèvent en disant que ce n'est pas une bonne chose de sanctionner, il faut trouver une solution. C'est quoi la solution qu'il faut trouver? Et quelle est la solution des 7000 personnes qui sont décédées? Comment le prêtre, certains prêtres trouvent anormal des propos qui considèrent des génocides, des gens d'insultants, de méchants, d'haineux, mais la machette qui tue les gens à l'Est, le prêtre ne le dénonce pas. Et c'est quoi la logique? Et je terminerai en disant, il parle de la tyrannie. Par exemple, il dit, Tshisekedi est un tyran. Je ne comprends pas, là c'est la mort qui s'est mort quand même du cadavre. Comment un tyran, vous avez rendu des hommes ici apatrides, M. Katumbi était un apatride, vous le savez, il a fui, il n'a pas pu se présenter aux élections. Mais c'est le dictateur que vous considérez dictateur qui lui a rendu son passeport et qui l'a demandé de revenir au pays. M. Fongio était arrêté, torturé ici, on l'a libéré. Et bien d'autres opposants qui étaient arrêtés et tout ça, on l'a libéré. À partir de quel moment un démocrate arrête les gens et les tyrans les libèrent? C'est ça le contraste. Et dans le média, ces genres de discours ne peuvent pas passer. Voilà pourquoi nous vous invitons, cher peuple, à la résistance. Mbandaka ça a toujours été quelque chose de formidable pour moi d'abord, mais aussi pour le pays. Regardez l'appel du chef de l'État. Vous avez été le premier, sinon l'un des premiers à enrôler les jeunes dans l'armée. C'est Mbandaka encore une fois. Et ça, c'est le patriotisme, c'est l'expression du patriotisme. Et c'est dans le sang de l'Équatorien. C'est dans son sang. C'est pourquoi moi, je vous invite encore au travail. Je vous invite encore à éviter la manipulation. Je vous invite à éviter tous les discours qui vont dans le sens de déconstruire notre unité nationale. Le peuple doit être mûr à la résistance. Résister. Les médias étrangers que vous avez suivis depuis un certain temps, qui, pendant un moment donné, inoculaient les venin de la division, nous avons pris des mesures courageuses. Aujourd'hui, vous avez vu, le tour du Rwanda ne passe plus. Et nous avons pris la décision d'arrêter. J'ai personnellement appelé le responsable de Canal+, je lui ai dit, TV5, ça ne passera plus. Et que si ça passe, nous n'avons plus besoin de voir le tour du Rwanda chez nous. La même chose, j'ai appelé, on appelle ça, Al Jazeera, j'ai dit, c'est fini, Al Jazeera ne passera plus. On a fermé toutes les chaînes rwandaises ici chez nous. Et nous continuons à le faire. Parce que nous estimons que le Congo est un pays souverain et doit consommer une information plus ou moins crédible. Et nous avons dit à tout le monde, lorsque vous diffusez un contenu rwandais, c'est votre média qui sera fermé. Et il n'y a pas de réflexion là-dessus. On le fait et on agit. Et le plus important, c'est agir quand il faut. C'est pourquoi je dis que nous avons un choix fondamental. Un choix fondamental à faire. Est-ce que nous voulons une presse qui est claire ou une presse qui est aveugle? La presse qui est claire, c'est celle qui dit la vérité. Celle qui met l'accent sur les choses importantes. Et la presse qui est aveugle, c'est celle qui fait le choix de la musique inutile en cette période. D'un contenu qui n'a pas de sens. Et je vais terminer tout en rassurant que le CESAC est une institution d'appui à la démocratie. Je m'appuie sur cette phrase de Voltaire qui disait « Même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous disiez ce que vous voulez dire. » Le CESAC, ce n'est pas un organe de quelqu'un. Nous sommes une institution d'appui à la démocratie.
Nous ne sommes pas une corporation de journalistes. Nous, ce qui nous concerne, c'est la démocratie, l'élan de la démocratie. J'en ai parlé au gouverneur et j'ai continué à exhorter les autorités provinciales de continuer à être tolérants vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de la contradiction. Mais qu'ils soient aussi exigeants pour que la presse ne soit pas utilisée comme une arme de destruction, comme une arme de la discorde. Je l'ai dit au coordonnateur provincial du CESAC, un média qui passe son temps à insulter, à envenimer la situation, à monter les tribus, les unes contre les autres, monsieur le commandant, ce média n'a pas sa raison d'être. Nous avons besoin d'un média qui nous éduque, un média qui nous informe, un média qui cultive les esprits, pas un média qui nous abrutit, pas un média qui nous imbécilise. Que Dieu bénisse les RDC. Merci. Merci pour la parole. Moi, c'est Jenny Molibo, étudiante en deuxième doctorat dans la faculté de la médecine. J'ai une forte tristesse avant de commencer. Excellence, monsieur le gouverneur intérimaire, le président de l'Assemblée provinciale, le membre de sécurité, chers confrères étudiants et étudiantes, avant de commencer, je vous prie de vous lever une minute de silence pour rendre hommage à nos sœurs de l'Est victimes de la génocide, s'il vous plaît. Merci, merci. Silence, s'il vous plaît. Si je m'aurais posé des questions, en tout cas, j'aurais beaucoup de questions à poser. Mais là, j'ai 3 questions à poser. Je voudrais poser au président de la CESAC s'il y a un salaire pour le journaliste. Parce que là, j'ai constaté ici à l'Équateur, il y a certains journalistes qui font preuve de l'anti-valeur. Vous devrez savoir, un journaliste qui devient un journaliste de WhatsApp, un Algérien et après recevoir un Syrien à la fin. Ma deuxième question, j'aimerais savoir pendant cette période de guerre si nos militaires sont permis à utiliser leur téléphone, parce que là sur les réseaux on voit les militaires faire des vidéos. Est-ce que, j'aimerais poser aux autorités de la sécurité, est-ce que vous ne voyez pas que là on peut les localiser et avoir leur position directement pour les attaquer? Est-ce qu'ils sont vraiment permis d'utiliser leur téléphone? C'est ma deuxième question. Et puis ma troisième question, j'aimerais poser au président de la CESAC si durant cette période on ne les voit pas vraiment actifs, parce que moi j'ai l'habitude de suivre ces astuces sur TikTok partout dans ces plateformes, mais je ne les vois pas vraiment actifs que le ministre de la communication, et pourtant c'est lui qui est le président, il pouvait nous transformer l'information pendant cette période. Et pour finir, je m'adresse directement au président de la République. Monsieur le président de la République, nous étudiantes de l'UNIMBA, en tout cas, on vous avait voté cette fois-ci. Alors, comme le président vient de dire, mais non, les abbés, les évêques, les pasteurs ont suivi ces chemins. Mais pour moi, je pensais que les abbés pourraient se faire passer comme des victimes. Parce que devant Nanga, moi je ne peux pas rire, rigoler, parce que j'ai vu nos frères mourir, nos frères partir, tuer. Mais là, j'ai vu des prêtres, des pasteurs, les embrasser. Et leur pleurer, ça m'a fait mal. Alors qu'ils pouvaient se faire passer pour des victimes. Et puis, Excellence, Monsieur le Président de la République, jusqu'à présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, on ne sait pas si on peut prendre quel chemin, la paix ou soit la guerre, parce que vous n'avez rien dit. Merci. Monsieur le Président, chers conférenciers, avec beaucoup de respect que je vous dois, vous avez été beaucoup plus occidental. Vous n'êtes pas vraiment africain, je dirais congolais. Vous avez cité beaucoup d'auteurs occidentaux. Mais aucun auteur congolais ou soit africain
Je ne sais pas, êtes-vous occidental? Je ne sais pas. Ou congolais? Ça me fait du mal au cœur. Alors que nous avons beaucoup de scientifiques, nous avons les DG qui sont là, qui ont écrit des livres. Leur fallait citer même leur nom. Ah, monsieur le conférence, ça m'a fait vraiment du mal. J'ai failli pleurer là-bas. Vous êtes trop occidental. J'ai une question. Peut-être ça peut être deux. La première question, parce que vous parlez des médias. Selon moi, la question, monsieur le président, quelles sont les données chiffrées et statistico-mathématiques que vous aviez vues pour dire que les médias font face à une pression? Les données chiffrées, parce qu'on doit avoir les données chiffrées et statistico-mathématiques. Vous nous démontrez ici. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en termes de pistes de solutions. Vous avez été trop pastoral. Moi, j'aimerais que vous soyez à la hauteur, comme toujours, de nous donner des pistes de solutions.